Le Centre de recherche sur le patrimoine intellectuel africain Bajordo vous présente Thierno Souleymane Baal, Dialogue à... Thierno Souleymane, comment allez-vous? Alhamdulillah. Tanira Gelam, comment va votre monde? Comme vous l'aviez connu, de crise en crise, pas facile à vivre. Je suis très désolé pour vous. Ici, c'est la béatitude, partout comme du temps d'Adam et d'Ève, avant leur descente sur terre. Attention au premier, gourmand. Mais pourquoi désolé? Ce monde difficile, n'est-il pas votre legs? Toi et tes compagnons des années 1760? Kangado, tu veux dire qu'on n'a pas tenté d'améliorer la marche de votre bas monde quand nous y étions? Je le soupçonne. En tout cas, ma génération ne connaît pas grand-chose de vos faits. Souffle que n'eût été un chanteur nommé Baba Mal, même ton nom allait être oublié. Je voudrais bien, comme tu es sans souci, là où tu es, profiter de ton temps pour en savoir plus sur ta jeunesse, ta formation. Volontiers, volontiers Tanoyam, si cela te fait plaisir. Je suis né vers 1720, à Bodé, entre Ndjoum et Aéralao, dans la vallée du fleuve. Cette vallée, habitée depuis plus de 3000 ans, constituait le cœur du royaume de Tekrour, qui était fondé il y a 23 siècles. S'il te plaît, parle-nous un peu de ce royaume. L'appellation Tekrour vient des Arabes. Les différentes cultures africaines y étaient enrichies par des apports de l'Orient et de l'Occident. Les Alpulaar, les Wolofs, les Sérères et les Mandingues y ont vécu et reçu les morts, les Juifs, les Arabes ainsi que les Européens. Sous le règne de Warjabi, de la dynastie des Mana, au Xe siècle, Tekrour, ou Nyamandiri, est devenu le premier royaume africain au sud du Sahara à être dirigé par un musulman. Warjabi fut le principal promoteur du mouvement almoravide qui a contribué à la chute de l'Empire du Ghana et à l'expansion de l'islam jusqu'en Europe. Intéressant. Tekrour fut donc un creuset de culture qui a rassemblé à un moment donné de notre histoire, aux environs du 8e siècle, la plupart des ethnies du Sénégal actuel. Oui, Tekrour fut aussi un pôle économique riche en or, mil, sel et était florissant sur le plan commercial. Après la chute du Ghana, le royaume était annexé par l'Empire du Mali, qui a installé ses administrateurs appelés Farba. Ces derniers n'ont pu résister aux attaques du conquérant Peul Koli Tengalaba, qui a fini par occuper une bonne partie du royaume qu'il rebaptisa Fouta. C'est ainsi que commença le règne de sa descendance, les Denyankobé ressortissants de Déni du Fouta Djallon de 1512 à 1776. C'est donc Koli Tengala qui a donné le nom du Fouta à la vallée du fleuve Sénégal. Bon à savoir. Oui, cette dynastie a réussi à réunir les différentes provinces de la vallée sous son autorité pour en faire un vaste royaume rigoureusement administré. Mais au XVIIIe siècle, les luttes intestines qui opposaient les différents princes des Nyanké, tous prétendant au trône, rendaient instable le régime et le précarisaient. Fouta était ainsi exposé à la tyrannie de ses princes, aux razzias des morts et à la traite négrière. Ses habitants y souffraient de l'insécurité et de l'injustice et étaient assujettis aux maux de Rome.
L'insécurité était telle que Fouta n'était plus ni un lieu de vie idéal pour les ulémas et enseignants, ni une région propice pour l'éducation. Voilà ce qui est à la base de l'exode des grandes familles maraboutiques comme celle de Abdul Qadir Khan et de Baba Diakhouba au Saloum, de la délocalisation de beaucoup de foyers d'enseignement comme celui de Hamad Fall au Cayor, les pays de ses ancêtres. Voilà mon Fouta de naissance. Je vois que tu as vécu dans un contexte plus difficile que le nôtre. Comment tu as pu être éduqué alors? Permets-moi de te rappeler, toute modestie à part, que je suis d'une très grande famille maraboutique. Celle de Tcherno Asso et ma mère Maïmouna est de la lignée des Salles de Dodel. J'étais initié en sciences islamiques au sein de ma famille avant d'aller en Mauritanie où j'ai séjourné longtemps dans le prestigieux foyer de Cheikh Fadel. Je m'y étais même marié avec une Mauresque qui m'a donné le bonheur d'être père pour la première fois. Je suis retourné au Fouta après mon séjour mauritanien avec quelques disciples que mon marabout avait bien voulu me confier. J'y suis resté quelque temps avant d'aller rejoindre mes frères Ndiaye et Ismaël Racine à Pire, Sanyokhor, dans le Cayor. Une institution de formation incontournable pour tout étudiant de notre génération. Après Pire, je suis parti au Fouta Djallon, où avait déjà eu lieu une révolution islamique conduite par Karamoko Alpha. Ainsi, j'ai pu obtenir quelques renseignements sur les mouvements réformistes islamiques qui ont eu lieu au Buntu avec Malik Sy Boubou et au Fouta Djallon. Ça se voit que tu as circulé un peu. Mais on m'a dit que tu as pu mobiliser des érudits et notables traditionnels du Fouta pour qu'ils épousent ta cause et défaire le régime en place. Comment tu as pu créer ce mouvement sans précédent? Tu sais, Tanira Galam, armé de la foi et un peu d'expérience, on peut soulever des montagnes. Oui. Après mes pérégrinations, j'ai décidé de rallumer le foyer à Bodé. Alors je m'étais assigné la mission de sensibilisation et d'appel au refus de la tyrannie des Satéguis, à la lutte contre l'ingérence des morts et l'esclavage, afin de mettre en place un état juste. J'exhortais mes adeptes à enseigner le Coran, à prêcher contre le despotisme du Satégui Soulengay, le Moudou Horma, et surtout contre l'abjecte propension des Hassan à vendre tous les nègres qui leur paient sous la main. Et les gens ont répondu à ton appel pour faire face à ces puissantes forces. Oui, avec l'aide d'Allah. De nombreux adhérents, Eliman Boubacar Khan, Tafsir Mohamed Ibrahim Ba, Abdul Khadir Khan, Tamsir Jabir Diallo, Tafsir Ahmed Samba, Tcherno Malal Mohamed Racine, Abdul Karim Jawando, Mohamed Ibrawan, Tcherno Saïd Atouman, Tcherno Skiwol, Hamadi Gaye, Tafsir Samba Tchilo, Baila Perejoso, Mohamed Ibrawan, Lissidi Ba, Tcherno Mole Mohamed Racine, Tafsir Amadou Hamad Douane, Tcherno Abderrahman Sall di Draman Teynanta, Djangobe, Alpha Amadou Nyan di Eliman Joringo, etc. Tous ces amis se sont mis en œuvre avec moi pour l'accomplissement de cette mission. Il faut savoir que j'ai aussi sillonné le Fouta de long en large et envoyé des correspondances à tous les enseignants et imams des régions non visitées. Ce faisant,
le cercle s'était élargi, le nombre d'adhérents au mouvement des réformateurs avait augmenté. Enfin, j'ai utilisé tous les moyens à ma portée, y compris la ruse politique, pour allier les chefs traditionnels et séduire les Sebekoliabe, guerriers indomptables sur lesquels reposait essentiellement la puissance des Satigi. À quel moment avez-vous senti que votre cause est entendue et le régime d'Enianke n'est plus? En 1776, quand Orara, le gouverneur anglais de Saint-Louis, pilla le pays de long en large pour s'approvisionner en esclaves. Alors, j'ai pu démontrer à mes partisans combien les Denyankobe négligeaient la sécurité du Fouta et mettaient ses habitants à la merci des Blancs et morts. Il a fallu, dès ce moment, décider de faire face à la coalition formée par le nouveau Satigi, Soulé Boubou Gaïsiri et l'Amtoro Deche. Celle-ci défaite à Agnam, nous nous sommes occupés à neutraliser le dernier cercle des Sébé, encore fidèles aux Satigi en leur garantissant des privilèges s'ils se rallient à nous. Convaincus, la majorité des Sébé me fit allégeance. Dès lors, il ne restait qu'à proclamer la fin du régime des Nyanké qui a régné 2 siècles et demi sur le Fouta et la mise en place d'un nouveau régime. Cela nous a pris 15 années. Djam Djam, Tane Souleymani, ce n'est pas la peine de lever les épaules. Il est vrai que votre victoire était importante, mais elle n'en était pas pour autant extraordinaire. Les régimes se font et défont partout et dans tous les côtés. J'espère que faire tomber les Denyankobe n'était pas votre seule finalité. Bochonde, ça se voit que votre génération a du mal à apprécier notre combat. Bien sûr que notre ambition dépassait la destitution du régime tyrannique pour la remplacer par une autre sans aucune exigence. Notre but était de refonder le Fouta et reformer sa société pour que la prospérité, la paix et la sécurité y élisent demeure. Ah, là tu commences à être intéressant. Quelles étaient vos armes pour atteindre les objectifs que tu viens de décliner? 2 fondamentaux. 2. La constitution de l'Almamia et sa charte de gouvernance. Ici, on peut dire que vous sortez des sentiers battus. J'ai hâte de savoir comment était déclinée la constitution. C'était simple. Après avoir chassé les morts des territoires du Fouta, sécurisé la région et défait les Denyankobe, les éléments et notables du Fouta se sont réunis à Oréfondé sous la présidence d'Alpha Amarsidi Yero Boussoba. Alors, l'un des rares Alpha au Fouta, pour entériner la déposition du Satigi, la fin du régime et la fondation de l'Almamia sur la base constitutionnelle suivante. 1. Le Fouta est un et indivisible. Le fleuve n'est pas une frontière, car c'est la même population Peul qui habite sur les 2 rives. Il va de Dagana à Ndjorol, de Hairengal au Ferlo. 2. L'égalité de tous devant la justice. 3. Les chefs de province et villages assistés des cadis connaîtront les affaires locales conformément aux prescriptions islamiques. 4. Les conflits entre collectivités voisines sont soumis à l'arbitrage de l'Almami, qui prononce le jugement ou indique la démarche à suivre pour régler le différend. 5. Tout individu a droit d'appel auprès de l'Almami s'il se sent lésé par un chef ou par un jugement. 6. L'impôt, le produit des amendes et tous les revenus de l'État doivent être utilisés pour des actions d'intérêt général.
7. L'Almami, responsable de la défense, peut requérir les services de tous les hommes valides à cette fin. 8. Orphelins, enfants et vieillards doivent être protégés. 9. Le titre royal de Satigui est banni. Le nouveau chef du pays portera désormais le titre d'Almami. 10. L'Almami doit être désigné par les Diagordés, collège des grands électeurs venant des 6 provinces du Fouta. Cette décision doit être entérinée par les Batu-Fouta, congrès des Fouta-Kobe. En terminologie du XXIe siècle, vous aviez mis en place une république, un état de droit basé sur le code islamique et la coutume locale, un régime parlementaire, une institution judiciaire. En plus, vous aviez tenu à instaurer l'élection des dirigeants, la déconcentration du pouvoir, la décentralisation, la fiscalité de proximité et la distribution équitable de la richesse. Dites-moi, d'où vous sont venues toutes ces idées assez originales pour votre époque? À venir de nulle part, sinon de notre cogitation propre et à partir de notre vécu. En effet, nous ne connaissions que le monde islamique à travers les livres, les rares livres que nous en recevions. Et le modèle de gouvernance post-prophétique ne pouvait pas nous être utile. Le reste du monde nous était mal connu. Donc, seules les expériences du Fouta Djallon, de Karamoko Alpha ou du Bundu de Malik Sy Boubou nous ont servi. Finalement, cette révolution était le fait de tous les Foutankobe, pas seulement celui des Torobé, comme l'ont décrit les Toubakobe, qui ont induit en erreur nos historiens. Vous vous égarerez toujours en suivant Toubakobe, en tout et tout le temps. J'ai encore des questions, Tane Souleymani. Tu n'es pas fatigué? Décidément, la vie sur Terre est pleine de handicaps. Tu penses qu'ici, nous connaissons ces faiblesses que vous appelez fatigue, sommeil, désir, etc. Oh non. Kangel. Tu peux poursuivre, j'admire ta curiosité. Attends, Tane. Tu veux me dire que la condition humaine disparaît quand on remonte au ciel? On y est comme les anges. Pas de besoin à satisfaire. On peut le dire pour ceux qui bénéficient de la grâce d'Allah. Ils redeviennent purs de tout péché, comme l'était Adam avant sa descente sur terre, ce qui leur confère des privilèges réservés aux anges. Compréhensible qu'Allah nous accorde sa grâce. Maintenant, permets-moi de revenir sur terre pour en savoir un peu plus sur votre charte de gouvernance. Quels étaient ces termes? Au fait, on qualifie de charte les recommandations que je faisais à l'armée du Fouta ainsi qu'à ses notables. Je leur répétais tout le temps ceci, écoute bien. Chers amis combattants, chers oulémas et parents de Fouta, grâce à Allah, nous avons destitué le Satigui et mis fin au règne des Denyankobé. Cela dit, je vous recommande fortement, pour assumer la fonction d'Almami, de rechercher un homme désintéressé qui ne mobilise les biens de ce monde ni pour sa personne, ni pour ses proches. 2. De démettre l'Almami et de confisquer les biens qu'il a acquis si vous le voyez s'enrichir. 3. De destituer l'Almami par la force et de le bannir s'il refuse la démission. 4. De remplacer l'Almami destitué par un homme compétent, quelle que soit sa lignée. 5. De veiller à ce que l'Almamia ne soit jamais héréditaire. Et 6. De n'introniser Almami qu'un méritant. Sublime.
sublimissime. Ainsi, vous aviez mis fin au règne des dynasties et banni le système d'héritage qui était à la base de la plupart des régimes politiques de l'époque. Vous aviez rendu au peuple du Fouta son pouvoir de décision par les biais des Diagordés. Vous aviez en même temps instauré la transparence et la reddition des comptes. Vous viviez la démocratie et la méritocratie que nous, du XXIe siècle, nous passons notre temps à conceptualiser. Mais Tané Souleymani, on dirait que ces critères sont taillés sur ta mesure. Tu les remplissais parfaitement. Pourquoi, en tant que leader du mouvement, tu ne t'étais pas tout simplement autodésigné Almami? Tu as raison, cela aurait été plus facile. Et Fouta l'accepterait en jubilant, mais cela aurait voulu dire aussi qu'on cautionnait la patrimonialisation du pouvoir et la confiscation de la volonté populaire. Ce qui aurait faussé le fondement de notre révolution. D'ailleurs, tu dois savoir que les oulémas avaient jeté leur dévolu sur moi quand il s'est agi de désigner l'Almami. J'avais catégoriquement refusé la proposition en préférant rester le moujahid du Fouta, le défenseur de sa sécurité. Comment tu avais refusé le trône? Tu es vraiment marginal, Tané. De toutes les époques, les gens s'entretuent pour accéder au pouvoir. Toi, on te l'offre sur un plateau, tu déclines. Avoue qu'il faut être Souleymani Baal pour se comporter ainsi. Oh mon cher, détrompe pour toi, je ne fus que le premier du groupe. Après moi, Abdul Karim Daf et Tafsirou Amadou Hamad de Canel l'ont aussi décliné. Il faut dire que parmi les éléments du Fouta, personne n'avait manifesté l'intérêt d'être le premier Almami du Fouta. Personne. La commission qui était chargée de proposer au Bateau Fouta en Almami avait du mal à en trouver. Finalement, elle est allée débusquer Abdul Kader Khan à Apé vers le Bundu pour le convaincre d'être à la tête du Fouta. Ce dernier qui avait décidé de dédier sa vie à l'enseignement et à la dévotion n'avait cédé qu'après moult tractations. Parce que nous mesurions bien la responsabilité relative à la fonction d'Almami, nous ne pouvions avoir que cette attitude, quels que soient les privilèges liés au pouvoir. N'essayez pas de m'expliquer votre attitude. Je suis incapable de la comprendre. Elle est très loin de ce que nous vivons aujourd'hui. Pour ma génération, le pouvoir est toujours objet de convoitise et de compétition. On doit se donner tous les moyens possibles et imaginables pour remporter la mise. Les candidats pour y accéder sont des protagonistes qui s'insultent, se violentent et sont prêts à verser du sang pour arriver à leur fin. Tané, je voudrais te supplier, là où tu es, de formuler des prières pour que les révolutionnaires du Fouta inspirent nos hommes politiques. Prie pour que, comme vous, leur engagement ne soit motivé que par la volonté de servir le peuple et d'alléger sa souffrance. Pour que seule l'émulation guide leur compétition. Prie pour que, comme vous, la calomnie, la violence, l'invective, l'agressivité, l'irrespect ou l'insulte n'entachent jamais leur acte. Prie pour que, à votre instar, la course au pouvoir soit saine et digne d'intérêt, afin que la politique reste noble et ses hommes admirables. Prie pour que nous ayons, comme vous, l'habitude de vivre des élections libres et pacifiques. Prie pour que notre pays reste à jamais une démocratie modèle. Je te promets que je ferai ces prières. Adjarama.
est-ce que Almami Abdul Khadir Khan fut à la hauteur? Daido, je ne peux rien en dire. Je suis tombé dans le champ de la bataille contre les morts à Djingué quelques mois après sa prise de fonction. Mais je peux t'affirmer que l'érudition de cet homme et sa rigueur morale étaient sans commune mesure. Notre grand espoir fut qu'il relève le défi et réalise notre projet. En tout cas, les témoins s'accordent à dire qu'Almami Abdul a bien mis en œuvre le projet de la révolution. Il a transformé le Fouta et réformé profondément sa société. Durant ses 30 ans de règne, Fouta forçait le respect dans la sous-région et au-delà. Sa sécurité et sa prospérité étaient assurées. La traite négrière y était bannie. Lieux de culte et foyers d'enseignement s'y étaient multipliés. La justice y était garantie pour tous. Ainsi, la révolution créa un nouvel ordre politique dans la sous-région et engendra une société qui a hissé la liberté et le savoir au sommet de l'échelle des valeurs. Le règne des Torobé séduit les peuples environnants et fit vaciller le régime politique. L'Almamiya devint un modèle d'État vanté jusqu'au-delà de l'Atlantique. Les humanistes européens de l'époque l'évoquaient dans leur argumentaire. Jérôme Pession de Villeneuve, un des acteurs de la Révolution française et ancien maire de Paris, Bernard Wallström, humaniste suédois, et Pruno de Pomme-Gorge, membre du Conseil du Sénégal, n'ont pas tari d'éloges en ce qui concerne son organisation et la sagesse de son premier dirigeant. En résumé, la révolution du Fouta peut être maintenant considérée comme la première de l'Atlantique. Alhamdulillah, qu'Allah rétribue Abdul Khadir Khan. Il ne nous a pas déçus. Tané, on s'arrête là. Même si tu ne te fatigues pas, disons-nous au revoir, tout en sachant que tu ne voudras jamais revenir nous rendre visite. Et nous aussi, ne sommes pas pressés de répondre à tes invitations. En tout cas, Adjarama. Adjarama Tanira Galam. Yo, Allah Ren.